Des combats acharnés se poursuivent à Severodonetsk. L'armée russe ne contrôle pas totalement cette ville clé du Donbass. Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Mario Draghi pourraient bientôt se rendre à Kiev. L'Ukraine pousse pour candidater à l'adhésion à l'Union européenne. Coup d'envoi des élections législatives en France ce dimanche. Les Français sont appelés à élire leurs députés, mais l'abstention pourrait battre des records. Plusieurs manifestations ont eu lieu samedi dans des grandes villes des États-Unis en faveur d'un encadrement des armes à feu. En Ukraine, la bataille de Severodonetsk se poursuit. La ville est lourdement bombardée par l'artillerie russe et des combats de rue font rage. La défense ukrainienne est retranchée sur le site d'une usine chimique Azot, dont l'enceinte est bombardée de manière quasi ininterrompue par l'armée russe. Les autorités séparatistes de Lugansk s'attendent à une prise de contrôle de la ville. Severodonetsk n'est pas libéré à 100%. Les militaires ukrainiens, les militaires des bataillons nationalistes ukrainiens restent encore dans la zone industrielle de l'usine Azot, d'où ils bombardent la ville. Donc on ne peut pas dire que la situation est calme à Severodonetsk. Nous ne pouvons pas dire qu'elle est complètement à nous pour y organiser des travaux de restauration. Il est difficile d'estimer le nombre de victimes de cette guerre. Les forces ukrainiennes disent perdre chaque jour une centaine de soldats. 10 000 seraient décédés depuis le début de l'invasion déclenchée par Vladimir Poutine. Les victimes russes seraient également très nombreuses. Entre 15 et 20 000 soldats de Moscou seraient tombés d'après des sources militaires occidentales. La violence des combats a poussé la Russie à installer un hôpital de campagne sur son propre territoire, à Belgorod, près de la frontière ukrainienne. Un hôpital est également en construction par l'armée russe à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Olaf Scholz devrait prochainement se rendre à Kiev. C'est en tout cas ce qu'indique l'hebdomadaire Bild am Sonntag ce dimanche. Le chancelier allemand serait accompagné du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre italien Mario Draghi avant le sommet du G7 prévu fin juin pour aborder notamment la question de la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne. Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur notre statut de candidat, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Que doit-il encore se passer en Europe pour faire comprendre aux sceptiques que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union européenne joue contre l'Europe ? Le président ukrainien a reçu ce samedi la visite d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a indiqué qu'une réponse serait donnée dans les prochains jours. La question d'une candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE divise pour l'instant les 27, à cause entre autres des problèmes liés à la corruption dans le pays. Coup d'envoi des élections législatives en France ce dimanche. 6 semaines après l'élection présidentielle, les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Un scrutin important et pourtant, après plus d'un mois de campagne quasi invisible, les électeurs sont plus indécis que jamais. Les observateurs s'attendent à un nouveau record d'abstention. J'ai envie d'aller voter, oui, parce que ça compte pour notre avenir, ça compte pour tout, quoi. Enfin, mais je ne saurais pas pour qui voter. J'ai tendance à me dire que je vais rester sur ce que j'ai voté au présidentiel, justement pour valider un peu le ticket que j'ai donné au présidentiel et rester sur une forme de constance. Mais c'est tout, j'ai pas forcément plus de conviction sur ce sujet-là. Le duel s'est installé entre la majorité présidentielle et l'alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon. Les derniers sondages les annoncent au coude à coude, faisant perdre à Emmanuel Macron la majorité dont il a besoin pour mettre en place ses réformes. Marine Le Pen arriverait en 3e position. Une recomposition du paysage politique qui sera confirmée au 2e tour des élections législatives le 19 juin prochain.
Ils étaient des dizaines de milliers à manifester aux États-Unis samedi pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu. La tuerie d'Uvalde au Texas le 24 mai dernier, au cours de laquelle 19 enfants sont morts, a choqué le pays. Lors du rassemblement de Washington, la petite fille de Martin Luther King a lancé un appel. Êtes-vous prêts, jeunes et moins jeunes, à être la génération qui se fait entendre grâce au bulletin de vote et non grâce aux balles de fusil? Ce mouvement de contestation a reçu le soutien du président américain Joe Biden. Continuez à manifester, c'est important. Il faut que cela devienne un enjeu électoral. C'est quand les gens disent que ce sujet va affecter leur vote que les sénateurs et les membres du Congrès écoutent. Trop de gens meurent inutilement. Ce qui est proposé à la Chambre et au Sénat est marginal. C'est important, mais ce n'est pas du tout suffisant. La Chambre des représentants a effectivement voté un texte mercredi qui interdirait, entre autres, la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et celle des chargeurs à grande capacité. Mais cette législation n'a quasiment aucune chance d'être adoptée au Sénat car les démocrates doivent rallier 10 conservateurs. En parallèle, les deux partis discutent actuellement d'un texte de compromis susceptible de rassembler une majorité. Selon l'association Giffords, plus de 45 000 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis rien qu'en 2020. Rome aux couleurs de l'arc-en-ciel pour cette marche des fiertés qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes avec pour slogan « Peace and Love ». Le maire de Rome et de nombreux responsables politiques ont participé à cette marche contre les discriminations et pour l'égalité des droits. À travers le monde, les marches des fiertés ont traditionnellement lieu au mois de juin. Et cette année, c'était la première fois depuis 16 ans que la Thaïlande a accueilli dimanche dernier un défilé festif pour revendiquer la liberté des orientations sexuelles et des identités de genre. Ils étaient plusieurs centaines à défiler aussi ce dimanche à Katmandou, la capitale népalaise, où les Gay Pride n'avaient pas eu lieu ces 2 dernières années pour cause de Covid. Le Népal s'est doté d'une des législations les plus progressives de la région. La mention de l'identité transgenre figure dans les passeports, mais les mariages homosexuels ne sont pas autorisés dans le pays. La Norvège ouvre son nouveau musée national, un bâtiment imposant au bord du fjord en plein centre d'Oslo qui aura coûté près de 600 millions d'euros. La famille royale était présente ce samedi pour inaugurer un établissement aux dimensions monumentales qui parachève le virage culturel de la capitale norvégienne. En quelques années, 4 bâtiments phares ont vu le jour à Oslo. Le chantier de ce nouveau musée a duré 8 ans. Le nouveau musée national est le plus grand musée des pays nordiques. Et il est construit pour contenir, préserver et exposer notre étonnante collection d'art visuel, d'artisanat, de design et d'architecture datant de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ces 13 000 mètres carrés de galeries rassemblent les collections de 4 anciens établissements du pays. En tout, 6500 œuvres sont exposées et pas des moindres. La version la plus célèbre du cri de Munch peut être contemplée pour le plus grand bonheur des fans d'œuvres artistiques. Un écrin symbolique pour un tableau extraordinaire. Saint-Jérôme, chef-d'œuvre inachevé de Léonard de Vinci, est exposé pour la première fois au château du Clos-Lucé en Indre-et-Loire. Récemment expertisé, le tableau porte la patte du maître. On identifie très clairement une empreinte digitale. C'est ce qu'on appelle la peinture au doigt, une espèce d'essuyer au doigt qui permettait de créer un léger flouté, un léger sfumato. C'est particulièrement émouvant parce que, eh bien, là, nous avons l'empreinte digitale de Léonard il y a 535 ans.
À l'invitation du roi François Ier, Léonard de Vinci est venu passer les 3 dernières années de sa vie au château du Clos-Lucé, près d'Amboise. C'est donc tout naturellement que ce lieu accueille une exposition dédiée à ce tableau, qui cache encore de nombreux secrets. Arrivé sous escorte dans la dernière demeure du génie florentin, le tableau est visible derrière une vitre blindée, doublée d'un caisson de contrôle de température. L'exposition, déjà présentée au Vatican et à New York en 2019, est prévue jusqu'au 20 septembre.